INI et je suis doctorant contractuel en sciences de l'éducation à l'université de Paris 8, c'est à Saint-Denis dans la banlieue parisienne, et rattaché à l'IRASEC, qui est l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine. Et ma contribution s'appelle l'approche sensible en ethnographie. Je vais juste préciser que cette contribution n'engage que moi et pas, voilà, pas l'université de Paris 8 ni l'IRASEC. Voilà, donc j'habite aux Philippines depuis 2015, hein, ça fait bientôt 10 ans que je vis à Manille. Et j'ai commencé ma recherche doctorale en 2022 dans un groupe évangélique dans la banlieue de Manille. Donc j'ai multiplié les échanges et les discussions pour rencontrer de plus en plus de personnes, dont certaines ont participé par la suite à ma recherche. Et donc pour réaliser ma recherche, j'ai adopté ce que j'appelle une approche sensible, en référence à voilà, l'anthropologue François Laplantine. Et donc, je voudrais discuter de cette approche sensible aujourd'hui de deux manières. En premier lieu, à partir de ma méthode de recherche, et en second lieu, à partir voilà, d'une réflexion sur le type de connaissances qu'on peut produire dans une recherche. Donc, le premier point voilà, que je vais développer, c'est l'approche sensible en discussion avec la neutralité axiologique. Donc, la neutralité axiologique, elle a été formalisée par Max Weber. À la fois, on est dans une époque où le positivisme et le culturalisme sont déjà critiqués depuis un moment, en général et en particulier par voilà, des philosophes de la phénoménologie comme Maurice Merleau-Ponty ou Jean-Paul Sartre. Et tous les deux héritent bien sûr des travaux de Husserl, hein, qui a précisément débuté son élaboration théorique à partir des mathématiques. Donc, ce qui n'est pas satisfaisant pour la phénoménologie, c'est que la méthode dite naturelle, hein, qui consiste donc à croire aux lois naturelles pour étudier les êtres humains, elle prend toute la place, en particulier dans le champ de la psychologie, voilà, de cette époque, qui repose d'après eux sur des conceptions et des protocoles rigides. Et donc, il y a une proposition qui est de mettre en suspens les lois naturelles, sans dire qu'elles sont fausses, la question n'est pas là, mais voilà, pour permettre de repenser la place de la personne qui fait une recherche. C'est-à-dire que ça débouche à plusieurs types de questions, et dont l'une d'entre elles est quel type d'observateur ou d'observatrice peut rester extérieur à ce qu'il ou elle observe. C'est une des questions. Donc, de nombreuses lectures sont venues voilà, abonder dans mon questionnement hein, sur cette neutralité axiologique. Plus jeune, j'étais informé par des théories dites féministes ou intersectionnelles, hein, dans lesquelles je me retrouvais du côté de l'oppresseur parce que je suis européen et que je vis dans un pays qui a été colonisé. Par ailleurs, j'ai choisi d'utiliser une pratique hein, qui a contribué à l'expansion coloniale, c'est l'ethnographie. Et puis certains chercheurs ou chercheuses, ils vont parler de biais ici, voilà, quand on est européen, qu'on n'est pas dans ce pays, etc. Des biais qu'il faudrait corriger, pas pour arrêter d'être européen, c'est pas ça, mais plutôt pour se conformer à cette exigence de neutralité axiologique. Donc il ne s'agit pas de parler trop de ses impressions, de sa manière d'être affecté par l'expérience de terrain, mais plutôt de travailler sur les outils de recueil de données, donc la méthodologie hein, pour pouvoir corriger ces biais. Donc on voit bien un progrès par rapport à la méthode naturelle, puisque les caractéristiques quand même qui sont importantes, comme l'origine ethnique ou les représentations qu'elles véhiculent, elles sont discutées. Elles ne sont pas mises de côté, elles sont discutées du point de vue de la méthodologie. Et moi, personnellement, je ne me suis pas retrouvé dans ces approches pour plusieurs raisons, parce qu'elles reposent voilà, sur une logique générale et une figure du blanc colonisateur. Et comme je l'ai précisé, j'habitais aux Philippines depuis 8 ans avant de commencer ma recherche. Et donc, moi, ce que j'ai compris en vivant aux Philippines, dans mon chemin personnel, c'est que la figure du blanc colonisateur, elle est perçue différemment selon les personnes, leur histoire, leur parcours formatif aussi. Pour ça me parlait, je sais bien, mais pas concrètement. En second lieu, bien sûr, ces approches, elles m'ont pas vraiment parlé parce qu'elles reposent sur une logique générale et fonctionnelle et en utilisant, moi, ce que j'appelle des matricules. Donc, sur le plan dialectique, ce matricule, ça correspond au particulier. Hein. Donc, l'âge, le sexe, l'origine, le statut participant, le statut d'expert. Et moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas créer une relation à partir d'un matricule. Donc, mon hypothèse de travail première, ça a été de me décentrer de ces matricules hein, pour pas partir d'eux et penser ma recherche. Donc, de là, plusieurs points sont importants, à mon sens, pour mieux comprendre l'approche que j'ai développée sur mon terrain. Le premier, je pense qu'on l'a compris, c'est que ma réflexivité ne porte plus sur les détails des outils de recueil de données ou les grilles d'entretien ou les grilles d'observation.
donc sur la méthodologie, mais elle repose plutôt sur une méthode. Donc ma réflexivité est centrée sur la méthode qui est vraiment l'analyse constante de ma place sur mon terrain de recherche, ce qui est un petit peu différent. Donc pourquoi? Parce que mon outil de recueil de données, en fait, c'est moi au sein d'espaces auxquels je participe et que j'observe et dans lesquels je suis observé. Donc mon outil de recueil de données, c'est pas une grille d'observation, mais mon régime de présence dans un lieu est différent. Et cette remarque est bien sûr écho à l'ouvrage de Devreux, hein, qui est intitulé De l'angoisse à la méthode. Alors, le second point qui me semble caractérise cette approche, c'est que je suis dans ce lieu au même titre que les personnes qui s'y trouvent, hein, et mieux, même ce lieu est co-formé par nos présences. Hein, si j'étais pas là, les choses se passeraient sûrement différemment. Mais ça, je peux pas le savoir parce que je serais pas là. Donc, ça serait absurde de croire que je puisse savoir ce qui se passe si je suis pas là. Cette remarque, elle fait bien sûr écho à la philosophie de la chair, hein, et au statut visible, voyant et touchant touché que développe Maurice Merleau-Ponty, donc en refusant l'idée même de foi perceptive, que la croyance en la perception neutre. Le troisième point, c'est un décentrement des catégories de pensée dominantes dans la société. Donc, comme je l'ai dit, hein, au début, c'était plutôt l'utilisation de la loi naturelle pour étudier les humains et les humaines qui a permis à la phénoménologie de proposer d'autres types de régimes de présence. En réalisant voilà, ce que les phénoménologues appellent l'époqué. Donc, moi, ce que je pense, c'est que dans le postmodernisme, les catégories du genre, du sexe, de l'origine ethnique, de la classe sociale ont remplacé un petit peu la loi naturelle, hein, un petit peu comme le péché originel. Ils ont été incorporés dans un habitus qui déterminerait voilà, notre place dans le monde. Alors, c'est peut-être vrai ou pas vrai, hein, la question n'est pas là. La question, c'est surtout de dire est-ce que je fais le choix de m'appuyer ou non sur ces catégories pour penser ma présence. Donc, dans mon cas, non, pas a priori. Voilà, pas a priori, je veux bien répéter le mot a priori. Le quatrième point, c'est donc bien sûr la sortie du régime de l'expertise et de l'observation extérieure pour entrer dans un régime de présence changeant, souvent, un régime que je qualifie d'humain et de sensible. Donc, je suis décentré de la science sociale pour aller plutôt vers la science humaine, mais je trouve le terme de science humaine un petit peu problématique en soi, donc je préfère parler d'humanité ou humanities en anglais. Donc, de manière concrète, dans ma recherche, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étudie un groupe religieux qui a l'air, comme ça, au premier abord, fondamentaliste. Voilà, puisque des représentants de ce groupe ont suggéré au Sénat la remise en œuvre de la peine de mort pour les personnes qui se droguent. Ils sont contre le sexe avant le mariage, l'avortement et le divorce, qui combattent ces Satan. Et la majorité des personnes que j'ai rencontrées qui font partie de ce groupe sont des femmes, ne sont pas des hommes. Alors, ce qui m'a aidé, c'est de justement pas partir de concepts comme le patriarcat, le fondamentaliste ou l'organisation, secte, type de relation, asservissement. Voilà, ça ne pouvait pas m'aider à dépasser un petit peu mes impressions. Donc, j'ai été très déstabilisé, bien sûr, par ces discours quand j'ai commencé à aller sur mon terrain, mais le fait voilà, de pas me référer à ces catégories de pensée que je viens de citer, par lesquelles je me suis formé, ces catégories qui sont devenues naturelles, en fait, pour un grand nombre d'entre nous, ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça m'a aidé à plusieurs choses, mais en particulier à pas avoir d'approche morale et de me centrer sur la manière dont la divinité, ou Dieu, ou Jésus-Christ, le mal ou le bien apparaît à ces personnes, et sans chercher à dire si elles sont soumises ou non, ou réduites à des discours ou des fonctionnements sociologiques ou de pouvoir. Il me semble que ça correspond à des réductions. En tout cas, c'est ce que semble dire le sociologue Jean-Paul Willem, qui a constaté que plusieurs voies menaient à réduire les études du religieux, procéder voilà, à des réductions dans les études du religieux, en particulier en sociologie, mais en fait, ça nous concerne tous, toutes, de mon point de vue. Donc, la première, c'est la non prise en compte du religieux, de ses représentations, de ses pratiques dans ses logiques propres. La seconde, c'est la réduction des religions à des participations sociales, sans prendre en compte la densité intrinsèque et la profondeur historique des chaînes de transmission. La troisième, c'est considérer le religieux comme une opinion sur des questions existentielles. Et puis, la dernière, voilà, considérer le religieux comme illusoire ou relevant d'une fausse croyance. Tout ça, ce sont des réductions qui ne permettent pas l'accès à la connaissance d'après le sociologue. Et je suis d'accord avec lui. Et donc, ces remarques me poussent à ajouter un point à ce que j'ai développé, c'est que l'approche sensible que j'ai développée ne peut pas reposer sur une logique générale, hein, et une obsession de la généralisation qui serait vaine.
Au contraire, elle repose sur une logique du vague, sur une opacité, une sorte de quête infinie de ce qu'une personne peut porter de profond sur le plan existentiel, de la sensibilité. Donc, ça renvoie chez Glissant à se défaire de l'illusion de la possibilité d'une lecture transparente du réel, donc en gardant l'angoisse de devoir composer avec cette épaisseur qui nous reste inaccessible. Je suis très à l'aise dans une... Voilà, je suis très au clair là-dedans. Il n'y a aucun problème pour moi. Je vais pas chercher à t'objectiver en saisissant un bout de ce qui semble clair. Sur le plan de la logique, ça renvoie donc à une logique du vague et non pas à une logique générale qui viendrait traiter les exceptions comme des cas particuliers. Voilà, donc il s'agit bien de tenir l'angoisse de l'opacité dans la méthode. Sur le plan de la méthodologie, il y a donc une rupture avec le centrage réflexif sur les outils de recueil de données, mais plutôt pour se centrer sur une réflexion sur soi, sur sa place comme chercheur. Et voilà, donc ça m'invite à poursuivre sur mon second point qui correspond à quel type de connaissances j'ai accès avec un tel régime de présence. Donc, sans opposer la connaissance et l'idée de données de terrain, il me semble qu'il y a aussi une différence à faire là-dessus. Et que un des arguments qui va à l'encontre du type d'approche que je développe, c'est que voilà, pour les personnes qui défendent le positivisme, c'est que elles prétendent que seule l'objectivité et la neutralité axiologique permettent d'accéder à la connaissance. Donc, encore une fois, c'est leur choix. Pourquoi pas, hein, mais voilà, l'option phénoménologique dit pas, voilà, il n'y a pas que cette manière-là. Voilà, donc les défenseurs du positivisme ne doivent pas imposer un régime de présence qu'ils jugent pertinent. Moi, de mon côté, je suis plutôt pour la divergence solidaire hein, et non la divergence qui qualifie. Ça veut dire que la connaissance, la question de la connaissance produite dans une recherche, c'est vraiment central. Le but du recherche, c'est de produire une connaissance nouvelle. Et je soutiens que cette connaissance, elle est accessible de différentes manières. Voilà, il n'y aurait pas une seule manière qui y permet. Et donc, moi, personnellement, j'ai choisi l'approche sensible, qui est, comme on l'a vu, influencée par la réflexion phénoménologique. Donc, le chercheur est souvent, ou la chercheuse, est souvent en position de pouvoir hein, lorsqu'il ou elle réduit sa présence à un statut académique sur le terrain. Et pourtant, une personne présente sur le terrain, elle l'est aussi par rapport à des intérêts personnels qui l'animent. Voilà, donc on ne peut pas réduire notre présence sur un terrain à un statut académique. Donc on voit bien qu'il y a déjà une première rupture avec l'idée de neutralité axiologique en réintroduisant l'implication personnelle du chercheur. Donc en la matière, Pierre Bourdieu, il invite chacun et chacune hein, d'entre nous à mener son auto-socio-analyse pour mieux comprendre les ressorts de ses implications. Mais il me semble que la question de la pertinence de ces implications comme ressort d'accès à la connaissance, elle reste trop peu traitée en recherche en raison de la doxa positiviste. Euh, voilà, donc on connaît quand même, il me semble, tous ici l'expérience de Jeanne Fabre-Saada, hein, que l'expérience qu'elle relate dans ses écrits. Elle explique qu'elle étudiait la sorcellerie dans le bocage. Elle explique qu'elle a dû prendre la parole hein, en tant que chercheuse, mais en tant que Jeanne Fabre-Saada, parce que ses interlocuteurs, ses interlocutrices, ils n'avaient pas voilà, d'intérêt ni de volonté de répondre à une personne qui demandait naïvement à savoir. Voilà, le savoir, comment ça se passe, et ben non, voilà, ça fonctionnait pas. Donc elle a dû sortir des prescriptions méthodologiques pour s'engager. Elle explique qu'elle l'a fait en prenant la parole, donc le pouvoir. Et donc, à ce titre, elle a accédé à une connaissance qui lui a permis d'analyser et de pouvoir penser la sorcellerie comme une thérapie. Euh, donc moi, quand je suis arrivé sur mon terrain de recherche, je pensais aussi naïvement que les personnes nouvellement converties allaient me donner accès à leurs expériences pour que je puisse ensuite les analyser. Mais lorsque je demandais aux personnes de me raconter leur conversion, elles le faisaient, il n'y a pas de problème, hein, mais les récits se ressemblaient beaucoup. Et je sentais qu'à travers ces récits, ils cherchaient aussi à essayer de me convertir. Donc il y a vraiment, là j'avais cette intuition. Et par ailleurs, dès que je parlais de recherche, mes interlocuteurs, mes interlocutrices, ils me disaient que faire une recherche, c'est le diable, seule la Bible contient la vérité. Et je devais vraiment me désintoxiquer de la science, de l'histoire, pour me concentrer sur la seule vérité qui est révélée dans la Bible. Donc, en d'autres termes, j'avais beaucoup de mal à accéder à mon objet d'étude. Et il y a une anthropologue, Sandra Fancello, qui a eu l'honnêteté de partager son expérience de terrain dans une communauté pentecôtiste en Afrique. C'est un article remarquable. Et elle explique qu'elle ne pouvait pas révéler son statut de chercheuse
dès le début et qu'elle a dû prendre la place que les personnes lui laissaient en cherchant à exploiter. Donc, dans cette perspective, elle n'a pas pu choisir sa place, voilà, comme un petit peu le raconte Jeanne Fabre-Sada. Donc, on voit à travers ces expériences que la neutralité axiologique, elle peut être aussi un obstacle à l'accès à certains terrains, en particulier lorsque ces terrains voilà, convoquent des relations avec des êtres invisibles. Alors, certaines personnes, certains chercheurs, certaines chercheuses réduisent ce que j'appelle l'altérité de l'invisible à des chaînes sociologiques ou psychologiques. Et la remarque du sociologue Jean-Paul Willem sur les tentatives de réduction du religieux, c'est une mise en garde importante dans la matière. Donc, sur mon terrain, j'avais au début accès à des récits typiques qui racontaient beaucoup la même histoire du passage de l'ombre à la lumière. En sciences de l'éducation, donc les transformations narratives qui sont liées au moment transformateur, elles ont été étudiées en détail. Et donc, ça m'a pas étonné que ces récits convergent vers un horizon commun, celui du statut de la personne nouvellement convertie par l'intervention divine, cette personne sauvée qui a eu accès au salut. Voilà, c'était l'horizon. Donc, j'avais accès à une forme établie de discours, mais à la fois, la connaissance qui se dégageait, c'est pas moi qui l'a dégagée, c'est la connaissance qui se dégageait de ces discours, elle correspondait pas à ce que je pouvais observer. Moi, ce que je voyais, c'est que les pasteurs avaient du mal à fidéliser les personnes, ils galéraient dans les activités d'évangélisation, ils étaient jamais contents parce qu'ils n'arrivaient pas à évangéliser, ils avaient du mal. Et dans les faits, les personnes qui étaient converties, elles faisaient un peu comme elles voulaient. Elles jouaient avec le conformisme. Elles savaient ce qu'elles disaient ou non pendant les temps de prière, quand elles étaient chez elles. Elles n'étaient pas exactement soumises de manière répétée à une sorte de pouvoir pastoral hégémonique. Et donc, si je m'en étais tenu à étudier les discours typiques, ou c'est des flyers, elle dit Jeanne Fabre-Sada, des flyers, j'aurais pas pu réintroduire cette question cruciale de la réflexivité des personnes. Et donc, ça m'a obligé à développer la présence de différentes manières sur les terrains pour chercher d'autres types de récits qui correspondaient mieux à mes observations. Donc, je me suis mis à rendre visite à des personnes qui vont dans l'église, mais pour les connaître autrement, voilà, dans leur quartier, et à faire des entretiens plus longs, plus biographiques, en leur demandant comment ils avaient atterri dans ce quartier ou dans cette église, mais sans forcément parler de la religion, pour voir eux comment ils allaient l'amener. Et donc, ça leur permettait d'en parler s'ils le souhaitaient, sans que je leur impose. Et j'ai pu aussi rencontrer d'anciens membres qui avaient décidé de quitter. Et donc, ça m'a aidé à accéder à un autre type de discours que celui voilà, qui était dans les récits typiques, qui insistait sur l'intervention de Jésus pour le salut. Donc, ce que je souhaite souligner, c'est que si j'étais resté extérieur, sans prendre la parole, sans m'engager auprès de ces personnes, j'aurais pas pu avoir accès à une connaissance autre que prescrite par le discours et les figures de pouvoir. C'est une connaissance qui est importante, qui est tout à fait intéressante. Elle a été étudiée notamment en sociologie, mais elle prend, voilà, en fait, moi j'appelle ça, c'est l'établissement, elle étudie l'établissement. Et elle prend un peu en compte les pratiques des personnes et donc leur réflexivité sur ce qu'elles vivent. Et pour m'engager, moi aussi, j'ai dû prendre la parole et sortir de cette neutralité en discutant de manière assez informelle avec les personnes. Et voilà, il ne s'agit pas de dire que la connaissance que j'ai créée relève du micro, du macro, du méso, on s'en fiche un peu. C'est plutôt que c'est une connaissance qui est liée à une situation donnée à laquelle je participe. Et on pourrait alors parler de connaissances abductives ou praxéologiques. Donc, je dis ça parce que je connais très bien l'opposition à l'approche sensible, qui est de dire que cette approche atteint des limites rapides parce qu'elle reste micro ou méso. Donc, moi, je ne suis pas convaincu par cet argument. Par contre, ce que je crois, c'est que les paradigmes tendent à la généralisation et à la destruction de phénomènes globaux s'appuient sur une vision qui tend à être non évolutive, des identités religieuses, comme s'il y avait une identité religieuse stable. Et donc, il y aurait une sociologie du pentecôtisme avec plusieurs pentecôtismes qui seraient influencés localement. Voilà, moi, j'y crois pas trop. Donc, on peut se demander où se situe l'expérience et les praxis des personnes dans ce type d'approche et qui prennent insuffisamment en compte la réflexivité des personnes concernées. Et pour y accéder à cette réflexivité, il faut vraiment s'engager, c'est ça que j'essaie de dire avec elle, et sortir de certains préceptes méthodologiques pour aller vers une méthode dans laquelle on analyse sa place, son évolution, et puis où on assume la vulnérabilité du chercheur ou de la chercheuse comme une ressource, et non plus comme un biais à chasser ou à combattre.
auto-socio-analysé. Donc, pour conclure, ce que je critique, ce n'est pas l'approche positiviste, pas du tout, mais c'est de chercher à l'imposer tout le temps dans l'étude des religions. Il me semble que l'approche sensible, elle trouve un certain écho dans l'anthropologie comme pratique, mais aussi l'anthropologie comme discipline des sciences humaines. Et cette approche sensible, elle trouve aussi un fondement philosophique clair qu'on retrouve dans la phénoménologie. Donc, il s'agit de se décentrer de la scientificité pour penser son régime de présence sur le terrain. Et en cela, l'approche sensible permet de produire des connaissances singulières en luttant contre l'aliénation au statut d'expert. On le sait, qui fait un peu la folie douce de l'université à certains moments, mais voilà, qui n'empêche pas qu'on adore en faire partie. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne session.